Chapitre 2. Le pain de munition et l'eau claire. Pendant 20 années, Berthe présida elle-même avec la même bonté et la même magnificence au repas qu'elle avait fondé. Mais enfin, dans le courant de la 21e année, elle mourut en odeur de sainteté et descendit dans le caveau de ses ancêtres, au milieu des larmes de son mari et des regrets de toute la contrée. 2 ans après, le comte Osmond lui-même, après avoir religieusement observé la coutume fondée par sa femme, mourut à son tour, et l'unique successeur de la famille fut son fils, le comte Ulrich de Rosenberg, lequel, héritant du courage d'Osmond et des vertus de Berthe, ne changea rien au sort des paysans et fit au contraire tout ce qu'il lui fut possible pour l'améliorer. Mais tout à coup une grande guerre fut déclarée, et de nombreux bataillons ennemis, remontant le Rhin, s'emparèrent successivement des châteaux bâtis sur les rives du fleuve. Ils venaient du fond de l'Allemagne, et c'était l'empereur qui faisait la guerre aux burgraves. Ulrich n'était pas de force à résister. Cependant, comme c'était un chevalier extrêmement brave, il se fût volontiers enseveli sous les ruines de son château, s'il n'eût songé au malheur que cette résistance désespérée allait attirer sur le pays. Dans l'intérêt de ses vassaux, il se retira en Alsace, laissant le vieux Fritz, son intendant, pour veiller aux domaines et aux terres qui allaient demeurer aux mains de l'ennemi. Le général qui commandait les troupes qui marchaient sur ce point se nommait Dominique. Il se logea au château, qu'il trouva fort à sa convenance, et cantonna ses soldats dans les environs. Or, le général n'était qu'un grossier et brutal parvenu. Élevé au pain du bivac et à l'eau de la source, comme pour rattraper le temps perdu, il se faisait servir avec profusion les mets les plus délicats et les vins les plus recherchés, donnant le reste de ses repas à ses chiens, au lieu d'en faire profiter ceux qui l'entouraient. Aussi, dès le premier jour de son arrivée au château, fit-il venir le vieux Fritz et lui donna-t-il une liste des contributions qu'il comptait lever sur le pays, liste tellement exagérée que l'intendant tomba à ses pieds, le suppliant de ne pas peser d'une façon si dure sur les pauvres paysans. Mais pour toute réponse, le général lui dit que, comme la chose qui lui était la plus désagréable au monde, c'était d'entendre les gens se plaindre, à la première réclamation qui arriverait jusqu'à lui, il doublerait ses demandes. Le général était le plus fort, il avait le droit du vainqueur, il fallut se soumettre. On devine qu'avec le caractère connu de M. Dominique, Fritz fut assez mal reçu quand il vint lui parler de la fondation de la comtesse Berthe. Le général se prit à rire dédaigneusement et répondit que c'étaient les vassaux qui étaient faits pour nourrir leurs seigneurs, et non les seigneurs qui devaient nourrir les vassaux. Qu'en conséquence, il invitait les conviés ordinaires de la comtesse Berthe à aller dîner le 1er mai où bon leur semblerait, leur annonçant, en tout cas, que ce ne serait pas chez lui. Cette journée solennelle s'écoula donc, pour la première fois depuis 25 ans, sans avoir vu se rassembler autour de la table hospitalière les joyeux vassaux du domaine de Rosenberg. Mais la terreur qu'inspirait Dominique était si grande que nul n'osa réclamer. D'ailleurs, Fritz avait accompli les ordres reçus, et les paysans étaient prévenus que les intentions de leur nouveau maître n'étaient pas de suivre les anciennes traditions. Quant à Dominique, il soupa avec son intempérance habituelle et, s'étant retiré dans sa chambre, après avoir posé comme d'habitude des sentinelles dans les corridors et aux portes du château, il se coucha et s'endormit. Contre la coutume, le général se réveilla au milieu de la nuit. Il avait si bien l'habitude de dormir tout d'un somme qu'il crut d'abord être arrivé au lendemain matin. Mais il se trompait, il ne faisait pas encore jour, et, à travers l'ouverture faite au contrevent, il voyait briller les étoiles au ciel. D'ailleurs, quelque chose d'extraordinaire se passait dans son âme,
C'était comme une vague terreur, c'était comme le pressentiment d'une chose surhumaine qui allait arriver. Il lui semblait que l'air frissonnait tout autour de lui, comme battu par l'aile des esprits de la nuit. Son chien favori, qui était attaché dans la cour juste au-dessous de ses fenêtres, hurla tristement et, à ce cri plaintif, le nouveau propriétaire du château sentit perler sur son front une sueur glacée. En ce moment, minuit commença de sonner lentement, sourdement, à l'horloge du château. Et, à chaque coup, la terreur de cet homme, qui passait cependant pour un brave, croissait tellement qu'au 10e coup il ne put supporter l'angoisse qui s'était emparée de lui, et, se soulevant sur son coude, il se prépara à ouvrir la porte et à aller appeler la sentinelle. Mais au dernier tintement, et comme son pied allait toucher le parquet, il entendit la porte, qu'il se rappelait cependant à merveille avoir lui-même fermée en dedans, s'ouvrir toute seule et rouler sur ses gonds comme si elle n'avait ni serrure ni verrou. Puis une lumière pâle se répandit dans l'appartement, et un pas léger, et qui cependant le fit frissonner jusqu'à la moelle des os, parut s'avancer de son côté. Enfin, au pied du lit, apparut une femme enveloppée d'un grand linceul blanc, tenant d'une main une de ces lampes de cuivre comme on a l'habitude d'en allumer auprès des tombeaux, et de l'autre un parchemin écrit, signé et scellé. Elle s'approcha lentement, les yeux fixes, les traits immobiles, ses longs cheveux pendant sur les épaules, et, quand elle fut près de celui qu'elle venait chercher, rapprochant la lampe du parchemin, de manière à ce que toute la lumière portât dessus, « Fais ce qui est écrit là, dit-elle. » Et elle tint la lampe ainsi rapprochée du parchemin tout le temps nécessaire pour que, de ses yeux hagards, Dominique pût lire l'acte qui constituait d'une manière irréfragable la fondation à laquelle il avait refusé de se soumettre. Puis, lorsque cette lecture terrible fut terminée, le fantôme, morne, silencieux et glacé, se retira comme il était venu. La porte se referma derrière lui, la lumière disparut, et le rebelle successeur du comte Osmond retomba sur son lit, où il demeura cloué jusqu'au lendemain matin, dans une angoisse dont il avait honte, mais que cependant il essaya vainement de surmonter. Mais au premier rayon du jour, le charme s'évanouit. Dominique sauta à bas de son lit et, d'autant plus furieux qu'il ne pouvait se dissimuler la terreur qu'il avait éprouvée, il ordonna qu'on fît venir les sentinelles qui, à minuit, étaient de garde dans les corridors et aux portes. Les malheureux arrivèrent tout tremblants, car au moment où minuit allait sonner, ils s'étaient sentis pris par un invincible sommeil, et quelque temps après, ils s'étaient réveillés sans pouvoir calculer pendant combien de temps ils avaient dormi. Mais heureusement, s'étant rencontrés à la porte, ils convinrent entre eux qu'ils avaient fait bonne garde. Et, comme ils étaient parfaitement éveillés quand on était venu les relever de faction, ils espérèrent que personne ne s'était aperçu de leur oubli de la discipline. En effet, à toutes les interrogations de leur général, ils répondirent qu'ils ne savaient pas de quelle femme ils voulaient parler, et qu'ils n'avaient rien vu. Mais alors l'intendant, qui assistait à l'interrogatoire, déclara à Dominique que c'était non pas une femme, mais une ombre qui était venue le visiter, et que cette ombre était celle de la comtesse Berthe. Dominique fronça le sourcil, et cependant, frappé de ce que lui disait Fritz, il demeura seul avec lui, et, ayant appris de lui que cette coutume avait été rendue obligatoire pour la comtesse Berthe, ses successeurs et les propriétaires du château, quels qu'ils fussent, par un acte passé devant notaire, et que cet acte était dans les archives, il ordonna à Fritz d'aller chercher cet acte, et, à la première vue,
Il reconnut le parchemin que lui avait montré l'ombre. Jusque-là, Dominique n'avait eu aucune connaissance de ce parchemin, car s'il s'était fait représenter avec une grande exactitude les actes qui obligeaient les autres envers lui, il s'était très peu inquiété de ceux qui l'obligeaient envers les autres. Cependant, si positif que fût l'acte, si attentivement qu'il le lut, et quelque instance que lui eût faite Fritz pour qu'il ne négligeât point l'avertissement reçu, Dominique ne voulut tenir aucun compte de ce qui s'était passé, et convoqua le jour même tout son état-major à un grand repas. Ce repas devait être un des plus splendides qu'il eût encore donné. En effet, la terreur qu'inspirait Dominique était si grande qu'à l'heure indiquée, quoique les ordres n'eussent été donnés que le matin, la table était servie avec une somptuosité merveilleuse. Les mets les plus délicats, les vins les plus excellents du Rhin, de France et de Hongrie attendaient les convives, qui se mirent à table en louant fort la magnificence de leur général. Mais en prenant sa place, celui-ci pâlit de colère et s'écria avec un effroyable jurement: « Quel est l'âne bâté qui a mis près de moi ce pain de munition ?» En effet, près du général était un pain pareil à celui que l'on distribue aux soldats, et comme il en avait lui-même tant mangé dans sa jeunesse. Tout le monde se regarda avec étonnement, ne comprenant pas qu'il y eût au monde une personne assez hardie pour faire une pareille plaisanterie à un homme aussi fier, aussi vindicatif et aussi emporté que l'était le général. « Approche, drôle !» dit le général au valet qui se trouvait derrière lui. « Et emporte ce pain !» Le valet obéit avec tout l'empressement qu'inspire la crainte, mais ce fut vainement qu'il essaya d'enlever le pain de la table. « Monseigneur, dit-il après avoir fait des efforts inutiles, il faut que ce pain soit cloué à votre place, car je ne puis l'emporter. » Alors le général, dont la force était reconnue pour égaler celle de 4 hommes, prit le pain à 2 mains et essaya à son tour de l'enlever. Mais il soulevait la table avec le pain et, au bout de 5 minutes, il tomba sur sa chaise, épuisé de fatigue et la sueur sur le front. « À boire, drôle, à boire et du meilleur !» dit-il d'une voix irritée et en tendant son verre. « Je saurai, je vous en réponds, qui a pris ce singulier passe-temps, et soyez tranquille, il sera récompensé selon ses mérites. Dînez donc, messieurs, dînez donc, je bois à votre bon appétit. » Et il porta le verre à ses lèvres, mais, aussitôt, il cracha ce qu'il avait dans la bouche en s'écriant: « Quel est le coquin qui m'a versé cet infâme breuvage ?»« C'est moi, monseigneur, » dit en tremblant le valet, qui tenait encore la bouteille à la main. « Et qu'y a-t-il dans cette bouteille misérable ?»« Du Tokay, monseigneur. »« Tu mens, drôle, car tu m'as versé de l'eau. »« Il faut que le vin se soit changé en eau en passant de la bouteille dans le verre de monseigneur, » dit le valet, car j'en ai versé aux 2 voisins de monseigneur de la même bouteille qu'à lui, et ces messieurs pourront attester que c'est bien du Tokay. » Le général se retourna vers ses 2 voisins qui confirmèrent ce que venait de dire le domestique. Alors Dominique fronça le sourcil. Il commençait à comprendre que la plaisanterie était peut-être plus terrible encore qu'il ne l'avait cru au premier instant, car il avait pensé que cette plaisanterie venait des vivants, tandis que, selon toutes les probabilités, elle lui venait des morts. Alors, voulant s'assurer par lui-même de la vérité, il prit la bouteille de la main du laquais et versa un verre de vin de Tokay à son voisin. Le vin avait sa couleur ordinaire et semblait de la topaze liquide. Alors de la même bouteille il versa dans son verre. Mais dans son verre, à mesure qu'il y tombait, le vin prenait la couleur, la transparence et le goût de l'eau. Dominique sourit amèrement à cette double allusion qui venait d'être faite à la bassesse de son extraction, et ne voulant pas rester près de ce pain noir, qui semblait cloué là pour l'humilier, il fit signe à son aide de camp
qui était un jeune homme de la première noblesse d'Allemagne, de changer de place avec lui. Le jeune homme obéit, et le général alla s'asseoir de l'autre côté de la table. Mais il ne fut pas plus heureux à ce nouveau poste qu'à l'ancien, tandis que, sous la main de l'aide de camp, le pain se détachait sans difficulté de la table et redevenait du pain ordinaire. Tous les morceaux de pain que prenait Dominique se changeaient à l'instant même en pain de munition, et de même, tout au contraire du miracle opéré aux noces de Cana, le vin continuait de se changer en eau. Alors Dominique, impatienté, voulut au moins manger quelque chose. Il étendit le bras vers une grande brochée d'alouettes rôties. Mais au moment où il la touchait de la main, les alouettes reprirent leurs ailes, s'envolèrent et s'en allèrent tomber dans la bouche des paysans qui regardaient de loin ce magnifique repas. Vous jugez si leur étonnement fut grand en voyant l'aubaine qui leur arrivait. Pareil miracle était chose rare. Aussi fit-il si grand bruit de par le monde qu'on dit encore aujourd'hui d'un homme qui a de folles espérances. Il croit que les alouettes vont lui tomber toutes rôties dans le bec. Quant à Dominique, lequel avait eu l'honneur de donner naissance à ce proverbe, il était furieux. Mais comme il comprit que ce serait vainement qu'il essayerait de lutter contre un pouvoir surnaturel, il déclara qu'il n'avait ni faim ni soif, et qu'il ferait les honneurs du repas, qui, malgré sa splendeur, fut fort maussade, attendu que les convives ne savaient trop quelle figure y faire. Le soir même, Dominique annonça qu'il venait de recevoir une lettre de l'empereur qui lui ordonnait de transporter son quartier général dans un autre endroit. Or, comme selon lui la lettre était très pressée, il partit à l'instant. Je n'ai pas besoin de vous dire que la lettre de l'empereur était un prétexte, et que ce qui faisait que l'illustre vainqueur décampait en si grande hâte, c'était non pas son respect pour les ordres de sa majesté, mais bien la crainte non seulement de recevoir la nuit suivante une visite de la comtesse Berthe, mais encore pendant tout le temps qu'il resterait dans ce château maudit, d'être condamné à l'eau claire et au pain de munition. À peine fut-il parti que l'intendant trouva dans une armoire, où la veille il n'y avait rien, un sac d'argent très lourd, sur lequel était collé un papier où était écrit ce peu de mots: « Pour la bouillie au miel ». Le vieillard fut bien effrayé, mais, reconnaissant l'écriture de la comtesse Berthe, il s'empressa d'employer cet argent béni pour le dîner annuel qui, pour avoir été retardé de quelques jours cette année, n'en fut que plus somptueux. Et la même chose se renouvela tous les 1er mai. L'argent était toujours fourni par la comtesse Berthe, jusqu'à ce que, les soldats de l'Empire s'étant retirés, Waldemar de Rosenberg, fils d'Ulrich, revint habiter le château, 25 ans après l'époque où son père l'avait quitté.